revient et on finit sur la résiliation de la prise d'acte. Il y a 2-3 arrêts qui, je vous ai dit, demande de résiliation de prise d'acte, heures sup, modification de contrat et harcèlement. 2-3 arrêts dénient ou en tout cas ne reconnaissent pas le harcèlement, mais reconnaissent la modification unilatérale de travail. C'est-à-dire qu'en gros, tout ça est un peu combiné. C'est-à-dire qu'une modification unilatérale du contrat peut être comprise comme étant un harcèlement, mais ne répondant pas aux conditions et à la définition du harcèlement, parce que ce n'est pas un acte répété, etc. C'est un acte ferme et dur, mais qui matérialise peut-être une ambiance. Donc là, l'arrêt, on a un arrêt de cour d'appel de Rion, par exemple, sur le fait que la simple modification de contrat n'induit pas le harcèlement, puisque ce n'est pas un acte répété. Mais là, c'est un responsable de vie scolaire à qui on supprime des fonctions et de responsabilité dans l'animation d'équipe. Et donc, clairement, lui, il a pris ça comme un harcèlement. Et l'arrêt retient malgré tout la modification unilatérale et la résiliation, donc au tort de l'employeur. De la même façon, cour d'appel de Douai du 29 juin 2018, sur de la modification de contrat de travail, est-ce qu'une ASEM, enfin non, c'est un éduc qui est affecté à une maternelle alors qu'il était au collège, ou l'inverse, excusez-moi, je pourrais retrouver. Donc là, on a une modification unilatérale du contrat de travail, c'est-à-dire vous allez demain vous occuper des petits alors vous occupez des collégiens, ou l'inverse. Donc là, ça a été aussi, et ça revient de manière assez récurrente. Moi, j'isole des arrêts qui apparaissent très clairement dans l'expression, mais là aussi, je crois qu'il y a une question de maturité dans les relations de travail, dans l'affectation ou de la polyvalence du salarié, et de comprendre que dans la gestion, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que l'activité en tant que telle est un élément essentiel du contrat de travail, et que même si on a plusieurs activités, la combinaison de celles-ci, c'est l'activité centrale du salarié, et on ne peut pas modifier ce bloc qui constitue un élément central du contrat. Ça, c'est quelque chose qui vient de manière récurrente. Autre élément de contentieux, et qui est en lien d'ailleurs avec ce que je viens de dire, des contentieux autour de la classification et de la reclassification. Donc là, juste un rappel historique. Alors Zora, vous avez une connaissance de la convention collective un peu. Alors Zora avait relu à l'époque la section 9 de l'accord CEP en 2015 et avait pointé des coquilles ou une nécessité de rédaction. Donc encore merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui la section 9 est écrite, elle est au cordeau. Aucun contentieux dessus. Aucun. Pas possible, elle est d'une clarté cristalline. Les classifications, accord de classification 2010, j'ai évoqué tout à l'heure sur la nécessité de modification de contrat de travail. 2010, on passe de catégorie de grille parodie à une grille à critères classants. Donc culturellement, quelque chose d'assez engageant et assez complexe dans la reclassification. Et donc ça a généré beaucoup de questionnements, beaucoup de saisines d'une commission. Vous parlez de commission paritaire qu'on avait créée à l'époque, de commission de suivi, d'accompagnement, etc., d'intervention de l'ensemble des personnes qui étaient là à l'époque pour former, informer, intervenir sur la compréhension du dispositif, régler, le cas échéant, certains conflits qui pouvaient émerger. On a eu, je ne me souviens plus, Alexandre, peut-être 200 dossiers, je ne sais plus, mesdames, dans la commission, un peu plus, 300. Allez, je vous le fais à 300. La commission de classification, donc 300 dossiers sur 70 000, 80 000. Peut-être qu'il y avait des trous dans la raquette, mais on a fait le boulot. D'ailleurs, les cours d'appel le retiennent comme un élément souvent à charge du salarié, d'ailleurs. Puisque les contentieux qui remontent sont souvent postérieurs à la décision des commissions pas de conciliation, de suivi des classifications. J'y arrive. Et quelques dossiers ont émergé, rares quand même malgré tout, mais moi j'en ai noté une 5, 6, 7 assez récurrentes, portant sur un sujet précis des classifications. Moi j'ai noté un élément de satisfaction. Il y en a peu, donc on tente quand même la satisfaction. C'est que les magistrats ont intégré la dynamique et la démarche de classification telle que nous l'avons construite. Donc ça, c'est un premier sujet. Elle apparaissait très complexe à l'époque. Même les magistrats ont intégré et ont synthétisé la dynamique. Alors sans doute qu'il y avait des bons avocats pour leur expliquer ce qu'on avait fait. Des magistrats qui sont allés jusqu'au bout
là on est en magistrat d'appel. Peut-être que vous avez des réactions sur l'intervention prud'homo, des juges prud'homo, des magistrats qui vont jusqu'au bout de l'analyse, de l'articulation, de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est-à-dire du travail réellement, l'analyse de l'activité réelle au regard de la classification, qui était nos rappels quotidiens, c'est-à-dire c'est une analyse photographique, quelle est l'activité réelle et quelle fonction on met en face de cette activité et quel degré de critères classants, donc un volet un peu plus qualitatif, et comment vous exécutez votre mission. Et donc les magistrats ont fait vraiment un travail que j'ai assez remarquable dans les arrêts que j'ai pu lire. Il y a même un cour d'appel de Douai qui a été vraiment sollicité ces 2 dernières années, compte tenu aussi, alors c'est marrant parce qu'on voit aussi le volume se fait aussi au regard de nos implantations territoriales. Donc c'est Douai, c'est Angers et Rennes qui sont les plus sollicités. Un travail vraiment en profondeur dans cet arrêt, 21 décembre 2018, Douai, il rappelle l'intervention de la commission paritaire de suivi en disant « Vous avez déjà eu une réponse. On vous avait dit que effectivement l'analyse photographique était la bonne. » Et il va jusqu'au bout en disant que l'implication n'était pas à tel niveau que le salarié prétendait, puisque vous avez tel et tel et tel élément qui disqualifie le niveau que vous souhaitez avoir. L'autonomie dans les responsabilités, ça n'existe pas parce que vous n'apportez pas la preuve que vous êtes en réelle autonomie et que votre niveau de classification est justifié. D'autres arrêts sur des notions qu'on a travaillées ensemble, sur qu'est-ce que c'est que la réalisation d'activités complexes dans la définition générale de la strate, cette fois. Alors, excusez-nous d'être très technique. Dans la strate, donc il faut toujours revenir à la définition générale du poste et donc de la strate. Ça, c'est la technique qu'on a essayé de mettre ensemble collectivement. Donc, revenir à la définition générale. Qu'est-ce que c'est que des activités complexes ? A priori, vous n'en faites pas. Donc, par nature, vous ne rentrez pas dans une strate différente avec plus de responsabilités. À l'inverse, 2 arrêts, cour d'appel de Rennes 28 novembre 2018, cour d'appel de Poitiers 19 décembre 2018, problématique de temps de travail sur Poitiers. Effectivement, il y avait une incohérence entre le temps prétendu et les emplois du temps, parce que je ne vais pas vous raconter la classification, mais les fonctions majoritaires en temps, et là il y avait une incohérence entre l'emploi du temps, les activités réalisées et la classification et les fonctions mobilisées, et qui ne devenaient plus justement majoritaires, et donc le salarié devait passer en strate 2. Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2018. Là on a une incohérence, là aussi, entre l'activité réelle et la classification, notamment dans les degrés. La salariée avait des activités en indépendance, en autonomie, notamment en garderie le matin et l'après-midi. Alors, je ne sais plus dans quel département c'était. Donc, difficile de justifier un degré 1 en autonomie dès lors qu'on avait une activité où on était seul le matin et le soir. Donc, effectivement, là, ce travail, donc là, c'est vraiment un sujet de satisfaction sur les classifications. On n'est pas moi, je ne suis pas tombé de ma chaise entre le travail du magistrat et le travail qu'on a réalisé ensemble en commission de suivi ou dans les échanges qu'on a pu avoir les uns et les autres à l'époque. Alors, il est vrai que le magistrat de cour d'appel est un magistrat professionnel. Au prud'homme, vous avez des salariés d'une branche d'activité qui vont siéger et qui ont tendance, moi ça fait presque 12 ans que je suis conseiller prud'homme, et au début j'avais cette sensation où les conseillers, employeurs comme salariés, ramenaient tout à leur situation, à ce qu'ils vivaient dans l'entreprise, et donc c'était extrêmement compliqué en délibéré de parvenir à une solution qui était ou juste ou applicable aux faits, au dossier qui nous avait soumis. Aujourd'hui, avec le temps, certains conseillers, comme salariés, comme employeurs, se sont perfectionnés en droit. Quand vous renouvelez plusieurs mandats d'affilée, vous vous perfectionnez. Mais parfois, vous avez quand même des conseillers, et j'insiste, salariés comme employeurs, qui ne connaissent pas le droit. Et c'est l'objet même du conseil de prud'homme, c'est d'être jugé par vos pairs.
d'être jugé par des personnes qui sont dans l'entreprise, qui comprennent l'entreprise. La difficulté, c'est est-ce qu'elles comprennent votre entreprise. C'est toute la problématique. Mais moi, je me souviens d'une des premières fois où je siégeais avec une nouvelle conseillère employeur qui entend toute une plaidoirie et m'écrit mais qu'est-ce que c'est que la prise d'acte? Et on est en 2010, je pense. Donc la prise d'acte, ça fait quand même un petit moment que c'était assez redondant. Donc il ne faut jamais être effrayé par les décisions du Conseil de prud'homme, puisque c'est parfois des décisions, pas que le magistrat professionnel n'est pas humain, mais il va beaucoup plus justifier en droit, alors que le Conseil de prud'homme va beaucoup plus justifier en fait. Et on reviendra peut-être, si on a un peu le temps, sur les éléments de preuve. Autant la cour d'appel, les mails, les écrits, bon, elle va justifier en droit, donc elle va regarder les dispositions légales et effectivement voir l'application en l'espèce. Autant le conseiller prud'homme, lui, va s'attacher en délibéré à voir ce qu'a dit votre avocat, si effectivement il y a une pièce qui dit ça, s'il y a un élément qui le prouve. Et c'est vraiment sur ce débat-là où on va passer du temps en disant bah oui, mais il a dit ça, il n'y a pas de pièce dans son dossier. Et c'est sur ce détail parfois qu'un dossier peut être gagné ou peut être perdu. Enfin, un détail qui est quand même important, puisque la preuve, c'est quand même l'essence d'un contentieux. Mais on a une vraie différence entre les décisions prud'homales, qui sont parfois même très compliquées à expliquer. On va parler peut-être du préjudice si on a un peu de temps, mais à Nanterre, on a quand même eu une décision d'un conseiller prud'homme salarié qui a dit oui, d'accord, vous avez été licencié, oui, effectivement, les motifs de licenciement sont pas jolis, oui, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais j'estime que vous n'avez pas de préjudice. Zéro. Donc on a ce genre de décision. Bien évidemment, il s'est fait casser à la cour d'appel. On peut pas, on doit toujours donner quelque chose en termes de préjudice, mais en tout cas, lui a estimé, et d'ailleurs, il a appliqué l'arrêt de la Cour de cassation, il a estimé que le salarié, après son licenciement, il avait retrouvé un travail d'une qualification supérieure, d'une rémunération supérieure à son précédent emploi, pas de préjudice. Et donc, voilà, on n'aura jamais ce genre de décision à la Cour d'appel qui fait quand même application des principes stricts du droit. Et c'est la raison pour laquelle les cours d'appel sont beaucoup... Alors, je ne sais pas si vous aviez obtenu gain de cause en première instance au Conseil de prud'homme, mais j'imagine que c'était moins motivé que les cours d'appel qui, effectivement, il faut toujours penser que quand vous concluez, quand vous rédigez des pièces, des écritures et des pièces au Conseil de prud'homme, il faut toujours penser à la Cour d'appel. Ouais, c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrivais, parce qu'il y avait beaucoup de... Non, mais merci. Non, mais il y avait beaucoup d'informations dans la Cour d'appel. Et donc, du coup, des solutions positives, alors je prends ma casquette patronale, mais des solutions positives qui n'apparaissaient pas, même il y a encore 3-4 ans, mais ça on aura l'occasion d'en parler parce qu'il y a une évolution d'approche que vous soulignez. Et en tout cas, j'ai été surpris par le nombre d'informations des décisions prud'homales dans ces arrêts de cour d'appel. Ça m'a... voilà, donc je me dis là, il y avait un travail en profondeur et on va le voir, peut-être un exemple particulier qui est celui des CUICAE. Alors, le volume de recours en CUICAE va baisser ou a baissé sensiblement. Je ne sais pas si dans l'avenir, il reprendra. 2 sujets autour des contentieux. L'obligation de formation. Donc ça, on en a parlé entre nous pour ceux qui étaient présents à l'époque. Une obligation de formaliser la formation, formaliser l'accompagnement personnalisé de ces salariés en CUICAE. Nous, on l'a rappelé dans les textes conventionnels 2015 et 2017 sur l'obligation de formation. On a ensemble rappelé de bonnes pratiques. Donc là, il y a quelques arrêts. Alors c'est 2018, donc ça remonte à des faits de 2014 ou 2015. Donc c'est assez variable. C'est 50-50. Hein, et d'ailleurs dans les mêmes territoires. C'est pour ça que c'est un peu curieux. Dans les mêmes territoires, des cours d'appel qui ont condamné à défaut de formation, donc requalif, donc indemnisation, donc derrière licenciement, donc un contrat aidé qui au final coûte, alors je ne sais plus, on avait évalué, je ne me souviens plus, Michel, tu avais donné quelques chiffres, c'était 10 ou 12 ou 15 000 euros, hein, Rosanne acquiesce, le contrat aidé. Donc là, il y avait un enjeu, au-delà de l'enjeu d'accompagnement personnalisé, un enjeu financier non négligeable à accompagner, à formaliser notre accompagnement. Donc là, je crois que manifestement, toutes les personnes qui sont présentes l'ont fait et ont accompagné dans leur territoire
des actions. Et c'est ce que note d'ailleurs un certain nombre de cours d'appel. On a une cour d'appel de Lyon du 25 mai 2018, cour d'appel de Poitiers, cour d'appel de Dijon. Il y a Angers qui pointe 15 novembre 2018 un défaut de formation. Donc ça, c'est un truc, alors je ne sais plus quel était je sais plus, peut-être dans la Sarthe, ce qui est un peu étrange parce que derrière, il y a des bonnes pratiques d'accompagnement. Donc là, on a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont identifiées par les magistrats. Et on a même un arrêt de Lyon qui, lui, fait la synthèse entre l'annualisation, la modulation et l'obligation de formation. Donc là, on a le champion du monde des arrêts de cour d'appel s'agissant au moins du CUI-CAE. Alors tout cela pour féliciter. Alors on va féliciter maintenant. L'Oscar du meilleur accompagnement sur le CUI-CAE est décerné à Delphine Pafundi de Saint-Étienne et l'accompagnement judiciaire à Arnaud Cocheril. Alors, comme par hasard, ils sont présents dans la salle. C'est comme on se croirait à Cannes, vous savez, où les gens quand ils sont dans la salle, on est sûr d'avoir des primes. Donc ils sont là, Delphine et M. Cocheril. Où là, on a des bonnes pratiques d'accompagnement, mais je plaisante. Formation avec des dates, réunions pédagogiques, formation externe, formation AVS, avec l'inspection académique, compte tenu d'entretien professionnel. Le magistrat insiste sur le fait que c'est un accompagnement au quotidien, mais à condition qu'il soit formalisé. Ce n'est pas forcément de la formation, mais c'est vraiment de l'accompagnement au regard et une mesure d'écart entre nos engagements et le réaliser. Et donc celui qui n'arrive pas à apporter la preuve et formaliser les éléments d'accompagnement, il tombe encore une fois sous les feux de la justice. Je disais que l'arrêt de cour d'appel de Lyon fait le pont, donc identifie des bonnes pratiques en termes de formation, mais aussi indique, contrairement à d'autres cours d'appel et beaucoup d'autres cours d'appel, que un système d'annualisation, alors il mélange un peu annualisation et modulation, en tout cas la motivation est assez intéressante. Il dit que ça s'applique. Alors il met en exergue l'accord de 99 en disant, en gros, il n'y a pas de salariés, enfin on ne fait pas le marché dans ces... Il ne dit pas ça le juge, j'aurais aimé, mais on ne fait pas le marché dans les dispositions conventionnelles et qu'il n'y a pas de salariés de deuxième zone ou de seconde zone, c'est qu'on applique l'ensemble des dispositions conventionnelles à l'ensemble de nos salariés, quelle que soit la nature du contrat, sauf s'il y a des dispositions particulières. Et là, on le dit, alors c'est pour ça que je le dis, à mon avis, c'est l'avocat qui s'est relativement bien exprimé dans ses écrits. Au regard des particularités du système éducatif sur la durée du travail et compte tenu de la mention de l'accord collectif applicable sur les bulletins de paye, la salariée ne pouvait l'ignorer. Il ressort également des documents versés au débat que le contrat signé prévoyant une durée du travail horaire de 20 heures hebdomadaires moyen sur 9 mois, que la répartition était spécifiée dans un planning, qu'elle avait connaissance de sa charge de travail en amont. C'est là aussi un argument clé dans l'application de l'annualisation de la modulation. Et que l'erreur faite par Pôle emploi en cochant la case non relativement à la modulation du temps de travail ne saurait générer des droits à X. Donc là, on va loin quand même. Donc on disait le champion de la motivation. Donc bon, c'est curieux comme on dit que les magistrats sont bons quand on gagne. Vous avez remarqué ça, donc en tout cas, des sujets qu'on connaît, qu'on maîtrise, des argumentaires, encore une fois, qui sont développés grâce à la connaissance qu'on a des dossiers et des contentieux. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Merci de partager la connaissance des conflits que vous pouvez avoir, de nous permettre de partager aussi avec l'ensemble du réseau peut-être nos réflexions communes, de construire des arguments, construire des argumentaires, de les livrer à vos collègues pour qu'ils s'en emparent, parce qu'il faut une appréciation, une appréhension de l'histoire. On parlait de culture tout à l'heure, de notre histoire de la culture et de mettre en perspective nos écrits. Donc ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et on le sent à la lecture de l'ensemble de ces arrêts, on le sent lorsqu'il s'agit de certains territoires avec une forte implication des UDOGEC, des UROGEC, ou un fort lien avec les organisations de chefs d'établissement, on le sent. C'est-à-dire que la motivation est beaucoup plus limpide et en lien avec la philosophie même des dispositifs. Je reviens sur un exemple typique. C'est celui
l'action que nous menons, on n'a pas eu le temps d'en parler ce matin, sur la réduction Fillon. On en a parlé parce que Zora a donné son éclairage sur la notion de cadre dirigeant, sur la façon de présenter l'argumentaire qu'on a développé, qui est certes technique, mais il y avait besoin d'un support dans son expression. Le fait d'être tous ensemble, de partager un argumentaire, que cet argumentaire soit intégré dans les écrits des avocats plaidants, lorsque l'OGEC estime ne souhaite pas qu'on intervienne directement. Ce sont des choses qui portent, même après une décision de Cour de cassation. C'est-à-dire que, je ne sais pas si votre collègue vous en a parlé, mais il y a quand même quelques jugements de TGI postérieurs à un arrêt de Cour de cassation qu'on estimait être très négatif, et donc on organise une certaine forme de résistance. C'est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas d'expliquer que la Cour de cassation n'avait pas intégré nos spécificités. Et là, les magistrats du TGI, et demain, nous l'espérons, de la Cour d'appel, intégreront le fait qu'un cadre dirigeant, c'est un cadre dirigeant et qu'on ne peut pas déterminer son temps de travail. C'est assez basique. Alors, nous, on a des cadres dirigeants qui ont des rémunérations très faibles, et c'est là où il y a une petite incohérence, mais il demeure des cadres dirigeants, sauf à nous dire que ce ne sont pas des cadres dirigeants. Donc, attaquez-vous à ce statut. C'est tout simple. Mais ne les qualifiez pas, ne qualifiez pas les cadres dirigeants de salariés à temps partiel. Ça ne fonctionne pas. Justement, enfin, vous parliez tout à l'heure de la preuve, de l'ambiance. Dans les analyses, je vous disais qu'il y avait quasiment une inversion ces 3-4 dernières années du nombre. Enfin, il y avait la première étude montrait qu'à 70% des cas, il y avait des condamnations d'employeurs. Analyse 2018, donc sur 2015-2017. Là, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on a du 60-40. Alors, c'est peut-être un effet déformant. Je ne suis pas d'une objectivité totale, vous allez me dire. Mais ça m'a marqué. Le fait aussi qu'on infirme beaucoup les décisions prud'homales. Et une recherche de la preuve qu'on a pressentie. Donc c'était le propos que vous teniez tout à l'heure. Et avoir votre avis de praticienne sur cette évolution législative ou même jurisprudentielle, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, le cas que vous évoquiez tout à l'heure, se dire... le fait qu'il n'y ait pas de préjudice, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et on sent que même des arrêts de Cour de cassation aujourd'hui s'extraient d'une logique purement formelle. Enfin, oui. Moi, je me souviens des arrêts de Cour de cassation du début des années 2000 avec Vaquet. Le préjudice était automatique. Maintenant, on va chercher... Oui. On va chercher le préjudice et son quantum. Alors, c'est vrai que ça s'inscrit sur ces dernières années au Conseil de prud'homme. Alors déjà, on a pensé au départ avec la réforme, puisque vous savez qu'aujourd'hui, pour saisir le Conseil de prud'homme, le salarié ou l'employeur, puisqu'il y a aussi des employeurs qui agissent au prud'homme, doivent faire une requête, ce qu'on appelle motivée, avec des arguments de fait et de droit et des pièces. Donc au départ, effectivement, il y a eu une petite baisse. Alors ça va dépendre, en Ile-de-France, pas vraiment, mais dans les conseils de prud'homme en province, il y a eu une petite baisse des assignations, des requêtes et donc des contentieux prud'homaux. Il y a eu aussi cette petite baisse, elle est liée aussi au fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore jusqu'à quand, le licenciement et l'indemnisation du licenciement est encadré. Vous avez ce qu'on appelle le fameux barème Macron qui dit voilà, si vous avez 10 ans d'expérience, si vous avez, c'est entre tel plancher et tel plafond. Pourquoi moi, je parle souvent avec des conseillers salariés qui, dès la promulgation de la loi, me disaient nous, de toute manière, alors ils sont de différentes obédiences syndicales, nous, de toute manière, on te le dit, Zora, au prud'homme, à Nanterre, ça passera pas, on s'opposera à l'application du barème Macron, avant même qu'on entende parler de tous ces contentieux. Ils ne le voulaient pas parce que c'est enlever du pouvoir au juge. Une situation n'est pas la même pour Madame Dupont qui a 35 ans d'entreprise et qui a été licenciée ou qui a demandé la résiliation pour des faits de harcèlement et un licenciement pour insuffisance professionnelle. Les situations sont chacune un peu différentes. Et donc, il voulait garder ce pouvoir d'évaluer le préjudice. La véritable raison, ou alors en tout cas une des raisons de cet encadrement du barème, c'est que vous étiez salarié de la même entité, vous alliez à Paris et vous alliez à Nanterre. À Nanterre, vous aviez
6 mois. À Paris, vous aviez 12 mois. Pour peu ou prou les mêmes faits, le même employeur, la même ancienneté. Et donc la barémisation, elle est venue effectivement dire on va essayer d'avoir une sorte d'uniformité de l'indemnisation du préjudice. Mais à côté de ça, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé, ce que vous indiquiez tout à l'heure, monsieur, c'est des demandes annexes. Énormément de demandes sont venues s'ajouter à la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et là où on était en 2016, depuis 2016, dans ce fameux préjudice qui n'est plus automatique, un arrêt de la Cour de cassation est venu dire on va appliquer maintenant le principe de droit civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous réclame du préjudice, si on oppose un préjudice, il faut réclamer une faute, il faut prouver une faute de l'employeur et un lien de causalité. Donc le préjudice n'était plus automatique, on ne versait plus à titre d'exécution déloyale du contrat de travail une somme au titre du préjudice. Sauf que, et c'est pour ça qu'il y a la Cour de cassation qui s'est prononcée, mais les conseillers prud'hommes qui reprennent, et les cours d'appel, parce qu'on a eu aussi récemment une cour d'appel à Reims qui s'est prononcée sur le préjudice, et les conseillers prud'hommes se sont saisis en fait de cet encadrement des indemnités pour évaluer le préjudice et faire droit aux demandes multiples des salariés. Je vous disais tout à l'heure, on a vu une décision où, vous le savez, quand on verse une somme au titre du licenciement parce qu'il n'est pas causé, elle vient indemniser la perte d'emploi, le préjudice lié à la perte d'emploi. Et récemment, une décision, alors c'est au Conseil de prud'homme de Clermont-Ferrand, a décidé d'indemniser, en plus du licenciement, le préjudice lié à la perte d'emploi, 100 000 €, le préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail, 50 000 €, le préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement, 100 000 €, et les demandes se sont multipliées, c'est-à-dire que, encadré par le barème Macron, le Conseil de prud'homme de Clermont-Ferrand a fait exploser les autres demandes, a fait droit aux autres demandes indemnitaires. Le tout sans exécution provisoire, ça veut dire qu'on doit tout payer. Enfin, c'était pas moi, mais c'est pas mon dossier, mais que l'employeur doit tout payer et l'appel ne suspendra pas le paiement. Alors c'est des sommes astronomiques, c'était une histoire aussi de harcèlement sexuel. Mais voilà, la multiplication des demandes annexes, elle est très importante. Maintenant, effectivement, il faut toujours se battre, ce qu'on évoquait, que ce soit pour le licenciement ou pour les demandes annexes. Mauvaise exécution du contrat de travail, exécution déloyale, heures supplémentaires, harcèlement moral. Il faut toujours se battre contre la preuve qui a été apportée. Le principe, on le sait, en droit, on dit la preuve incombe au demandeur. Oui, ça c'est en droit civil. En droit du travail, il y a des exceptions. Les exceptions sont les heures supplémentaires, le harcèlement moral, la prise d'acte. La prise d'acte, la preuve incombe au salarié. C'est un petit peu différent, on renverse la charge de la preuve, c'est à lui de prouver que j'ai commis des manquements. Donc voilà, il y a des petites atténuations en droit du travail, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit dans le cadre de la préparation de votre dossier ou dans le cadre du délibéré du Conseil de prud'homme, ce qu'on regarde en priorité, alors bien évidemment, vous allez dire, la plaidoirie est importante. Oui, enfin, quand vous entendez 15 affaires et que vous passez le dernier, moi je peux vous dire qu'il m'arrive de penser à autre chose. Donc j'entends pas forcément la dernière plaidoirie. En revanche, ce qu'on va faire derrière en délibéré, c'est qu'on va retenir 2-3 éléments et on va voir si ce que dit le salarié, l'employeur a apporté la preuve contraire. Alors parfois, la preuve impossible n'existe pas. Mais en revanche, c'est ces petits éléments-là qu'on va débattre. Il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil de prud'homme, on est 4, 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés. Et quand on part en délibéré, on refait le match. On donne le dossier employeur aux employeurs, donc le dossier de plaidoirie, et on donne le dossier salarié aux conseillers salariés. Et on replaide en fait l'affaire. Le seul élément sur lequel nous, employeurs ou conseillers salariés, obtiennent gain de cause et on arrive à une décision au profit de l'une des parties, c'est si on a une pièce. Ce que l'avocat dit, ce que l'employeur dit, ça n'a aucune importance. S'il y a une pièce qui vient appuyer ce qui a été dit,
là, effectivement, on va donner gain de cause au salarié ou gain de cause à l'employeur. Donc, la preuve dans le dossier prud'homal, elle est extrêmement, extrêmement importante. On a tendance à oublier, quand on voit un collaborateur il vous écrit un mail en disant qu'il veut un rendez-vous pour solliciter un changement de poste, ou alors il considère qu'on lui a changé son poste, nous, de bonne foi, on va l'appeler, on va dire, viens, on discute. Et puis, ça va s'arrêter là. Puis demain, il va aller au prud'homme en disant « Voyez, je me suis plaint de mon changement de poste et personne ne m'a répondu. » Oui, parce qu'on n'a pas de preuve. Parce qu'oralement, on l'a reçu. Alors qu'après l'avoir reçu oralement, on confirme par écrit l'entretien qu'on a eu en lui disant « Mais non, on ne t'a pas changé de poste, c'est toujours ton poste, tes missions. » On a une preuve. Alors ça, effectivement, ça fait des relations un peu procédurales avec vos collaborateurs. Mais aujourd'hui, le droit du travail et les relations dans l'entreprise, elles se sont un petit peu judiciarisées. Donc, on est obligé aussi d'agir de cette façon. Oui, je me souviens plus de la formule d'Audiard en disant sur les bonnes manières, le côté administratif, mais c'est aussi une question de respect vis-à-vis du salarié qu'on a reçu, de faire un compte-rendu. Ça ne me paraît pas totalement fou en matière de management. Et de la formalisation. Moi, je vois par exemple sur les heures supplémentaires que vous indiquez, où il y a le partage de la preuve, si on n'organise pas le contrôle de l'exécution du travail, et ça c'est un combat d'Alexandre Chrétien ici présent, se dire mais on ne pourra pas et on ne peut pas apporter une preuve inverse. Comment voulez-vous prouver que le salarié n'a pas travaillé ou qu'on ne lui a pas demandé de travailler? C'est la preuve diabolique, là. Oui, mais c'est extrêmement... Alors, les heures supplémentaires, c'est vraiment l'élément... Revenons à l'essentiel. Merci, Marie. Les heures supplémentaires, c'est là où on a effectivement le plus de difficultés. Juste alors, 3 minutes. Ce que vous disiez tout à l'heure sur, en fait, les flux et reflux, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des stratégies de contournement, il y a une reprise en main du législateur pour contrôler l'activité du juge. Enfin, je reformule vos propos. Et on sent qu'il y a un mouvement peut-être un peu plus libéral ou de souplesse en termes de droit du travail qui font émerger un certain nombre de nouvelles demandes. Vous l'avez évoqué, mais de dire qu'il y a toujours un effet balancier. C'est-à-dire que plus le droit, plus le code du travail augmente, plus le juge prend sa place. C'est les reflux qu'on a connus dans les variations de gouvernement. Et donc, juste pour conclure, comment vous voyez l'avenir sur le développement? Alors, sortez votre boule de cristal. Quelle action on risque de mener? Vous avez parlé de l'obligation de résultat en termes de conditions de travail, de sécurité. Est-ce que vous en voyez d'autres? La formation a été un élément important. La maladie professionnelle, vous évoquiez. L'inaptitude, est-ce que... Vous voyez, par exemple, révision de l'inaptitude, est-ce qu'il y a un biais à cela? Déjà, sur l'inaptitude, il y a quand même un point très important, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on judiciarise un peu tout, aujourd'hui, quand vous avez un avis d'inaptitude pour un collaborateur ou un avis d'aptitude, et vous considérez que le médecin du travail a rendu cet avis dans des conditions où vous estimez sans avoir fait d'études de poste ou autre, vous avez la possibilité de le contester, mais non plus devant l'inspecteur du travail, devant le juge prud'homal. Et c'est lui, sa décision, va se substituer à l'avis médical. On est quand même dans une situation où quand même le juge prend une place très importante sur l'inaptitude. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'évolution, moi ce que je constate en tant que conseiller prud'homme au regard de ces nombreuses années et en tant qu'avocat, c'est que des demandes qui par le passé étaient inexistantes, le défaut de formation, quand vous avez un collaborateur qui pendant 15 ans a été dans une entreprise et a eu 0 formation, et j'insiste, le DIF ou le CPF, c'est le salarié qui prend l'initiative, mais on peut se mettre d'accord avec le collaborateur. Et dans le cadre d'un contentieux séparé, pas forcément dans le reclassement comme on l'a vu dans le passé, ça peut être dans une le perte cas de chance d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Oui. S'il n'y a jamais eu de formation du collaborateur, les outils de travail ont évolué. Donc, les outils informatiques, s'il n'y a jamais eu de formation, c'est un élément. Mais c'est aussi une demande, souvent, annexe, totalement indépendante, en disant, voilà, je n'ai pas eu de formation pendant X années et je sollicite une somme à ce titre. Donc, c'est vrai que ces demandes-là, elles se multiplient. Et aujourd'hui, ce qui est assez
drôle et en même temps triste, c'est que par le passé, quand on préparait l'audience, on avait, vous savez, la feuille avec la convocation et les demandes. Donc on avait 3 demandes, licenciement, heures sup, et puis il y a eu une évolution, harcèlement moral. Aujourd'hui, on a des feuilles qu'on est contraint de retourner, puisque toutes les demandes sont listées, ou sur 2 pages, on a des demandes sur 2 pages. Et on le rend compte, que ce soit au Conseil de prud'homme de Nanterre, comme tous les conseils de prud'homme d'Île-de-France, alors à juste titre ou pas, mais en tout cas, les demandes annexes ont évolué, et à n'en pas douter, elles vont encore plus évoluer en se centrant sur ce qui est devenu un peu le cheval de bataille des conseillers prud'homme, c'est la santé. La santé dans l'entreprise. Donc de cet élément-là, tout va découler. C'est-à-dire l'inaptitude, le burn-out, l'obligation de sécurité de résultat, le harcèlement moral, toutes ces demandes annexes, ils sont très attentifs, les conseillers prud'homme, les cours d'appel également, à votre respect, à votre obligation de sécurité de résultat. Je crois qu'il faut satisfaire un besoin premier, primaire. Merci beaucoup chaleureusement Zora de vos conseils. Et de votre vision. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.